Le mois de novembre, c'est le mois en fait, du Movember. C'est le mois où en France, on essaie de promouvoir en fait, toutes les actions autour du cancer de la prostate. Peut-être que vous êtes au courant, un peu comme le cancer du sein, donc avec le ruban rouge, rose plutôt. Pour la prostate, c'est la même chose. Un mois dédié donc aux hommes, pour que les hommes conservent leur légalité, leur puissance, leur tendresse également, un peu mêlée. Voilà, hein, pour les femmes. Je pense que c'est très important. Et donc je vais vous présenter en quelques slides le cancer de la prostate. Oh, c'est bon, ça va, vous êtes gentil, merci beaucoup. Et donc pour le grand public et puis également l'expert que vous êtes au quotidien. Alors, j'ai un peu focalisé sur le sujet âgé tout en sachant que quand on a un cancer de la prostate, on ne l'a pas à 20 ans, hein, on l'a plutôt à 50, 60. La médiane, c'est 68 ans. Donc forcément, vous allez me dire, mais c'est pas du tout âgé, 68 ans, je vous l'accorde, tout à fait. Mais on ne sait pas très bien à quel âge, en fait, on est âgé. Et ça, j'aimerais partager ça donc avec vous. Alors, vous êtes d'accord, Hervé? Moi, je me sens très jeune. Très jeune. Il paraît que je suis vieux. Plus on a son âge, plus... Exactement. Exactement. Donc, vous voyez, quand la définition de la personne âgée, c'est si on prend Hippocrate, c'était environ 56 ans. Si on prend Lemay, c'était 65 ans. Si on prend maintenant l'INCa, qui est l'Institut du cancer, c'est plutôt 70 ans. Et moi, je dirais que c'est plutôt déjà un peu après, 75 ans. Mais en fait, ça ne tient pas tellement compte de l'âge. Ça tient compte de comment vous êtes au quotidien. Ça tient compte, en fait, de votre énergie. Hein. Quelqu'un qui a 75 ans, qui fait 15 km par jour de footing, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant parce qu'il a telle ou telle pathologie, malheureusement, liée donc à des accidents vasculaires cérébraux ou autres. Alors regardez ça un petit peu en 2002, vous voyez dans le monde, vous avez en fait en rose et puis en grisé les pays où en fait la population est relativement donc, âgée. Ça c'est 2002. Eh bien regardez maintenant en 2050, vous voyez, pratiquement tous les pays sont en rose, c'est-à-dire qu'on assiste à une catastrophe en plus du climat. Une catastrophe en fait sur le plan sanitaire, si je puis dire, parce que vous voyez qu'il y a environ un tiers des hommes qui auront plus de 60 ans. Et donc du coup, il faudra des médecins, il faudra des cadres, il faudra une équipe d'infirmières, il faudra tout ce monde ensemble pour pouvoir en fait traiter tous ces patients. Et je pense qu'on ne sera pas malheureusement en nombre suffisant pour pouvoir répondre à tout ça. Alors ça c'est une autre façon de vous présenter cette diapositive ici, vous voyez. Entre 1960 et puis 2050, vous voyez, ça c'est la proportion des patients qui étaient de plus de 80 ans, 1,5%. Vous voyez qu'ici en 2050, on sera à 11%, 10 fois plus. Vous vous rendez compte? Donc, et les patients qui ont entre 65 et 79 ans, on sera environ 20% versus 8%, donc on va doubler donc à chaque fois. Ça veut dire un investissement sur le plan de l'accompagnement de ces gens, qui ne sont pas forcément malades du reste, hein, mais de qualité. Alors, quand vous prenez le cancer, est-ce que c'est une maladie qui est liée à l'âge? Alors ici, je vous ai présenté l'ensemble des pathologies, vous voyez, de la vessie jusqu'aux maladies donc, osseuses. Et puis de l'autre côté, vous avez l'âge à partir duquel on va avoir ce diagnostic de cancer. Eh bien, là, vous prenez ici les cancers de l'homme, hein, génital mâle, donc cancer de la prostate. Vous voyez que généralement, on a le diagnostic de cancer de la prostate à 68 ans, entre 68 et 70 ans. Donc voilà, donc un patient doit le savoir. Donc du coup, en termes de dépistage, si vous mettez en place un dépistage, il faudra le mettre en place si la personne a une durée de vie d'au moins 10 à 15 ans, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Le cancer sera relativement latent et le patient risque de décéder d'autres choses. Donc ça ne sert à rien d'entreprendre des techniques de dépistage. Alors là, vous allez me dire, mais moi j'ai 75 ans, mais je suis en pleine forme, je fais 3 footings par semaine, etc., etc. Donc pour un même groupe de patients, il y a une longévité différente. Si je prends les patients de 75 ans qui sont ici, vous voyez, si je prends un patient au état général, on aura environ 5 ans de vie. Si par contre je prends un patient qui est extrêmement tonique, qui tous les matins fait du vélo avant de partir faire du bénévolat, eh bien on est à 15 ans de vie. Vous voyez, donc c'est vraiment... Donc, c'est très différent. Et même à 90 ans, vous voyez, ça varie entre 1,5 ans et puis 6 ans. Alors, qu'est-ce que le cancer de la prostate? Parce que certains d'entre vous ne connaissent pas forcément. Donc, du coup, j'ai fait quelques dias un peu plus simples. Hein. Donc, la prostate, elle se situe entre la vessie qui est ici et puis également le pénis. Vous voyez, donc c'est un petit organe qui va laisser passer en fait l'urine et puis également qui va laisser passer le sperme hein, pour la reproduction. Et voilà. Lorsqu'on regarde ici l'incidence, vous voyez que
D'abord, chez l'homme, c'est le premier cancer chez l'homme, donc vraiment c'est une pathologie extrêmement fréquente. C'est le troisième en termes de mortalité. Vous voyez qu'il y a 54 000 nouveaux cas en France en 2011, et environ il y a 10 000 patients qui vont décéder de cette pathologie, tout en sachant qu'on a fait beaucoup de progrès sur les 10-15 dernières années. Alors, comment ça se développe? Généralement, le cancer de la prostate, il ne se développe pas au sein de la tumeur en son centre, mais généralement en périphérie. Donc du coup, les symptômes qu'on peut avoir, ils sont relativement tardifs, parce qu'ils ne vont pas forcément gêner l'écoulement des urines. Hein, l'écoulement des urines, lorsque c'est gêné, c'est surtout l'adénome, où le patient se dit, bah, tiens, je me lève plusieurs fois par nuit, voilà, parce que donc, il a une tumeur bénigne de la prostate. Le cancer, c'est différent, c'est en périphérie. Et donc du coup, le temps que vous ayez des symptômes, la maladie donc, a déjà un peu évolué et risque éventuellement de progresser au niveau de ce qu'on appelle les vésicules séminales qui sont ici, vous voyez, et éventuellement donner des métastases à distance. Alors voilà en fait les trois situations possibles. Soit vous avez un cancer de la prostate localisé, ça va toucher un ou deux lobes, on a deux lobes au niveau de la prostate, et qui sont traversés par le canal en fait, de l'urètre. Soit on va avoir un cancer localement donc avancé et on va en fait toucher ce qu'on appelle les vésicules séminales, hein, où en fait est stocké le liquide spermatique pour l'éjaculation. Ou alors on a une maladie métastatique avec des lésions osseuses, ganglionnaires ou autres. Alors, vous allez dire pour les symptômes, comme je vous l'ai dit, en fait les symptômes c'est extrêmement rare. Comme vous allez vous dire, si la maladie donc, est relativement avancée, c'est la tumeur en fait pousse de la périphérie vers le centre, forcément à un moment donné ça va empêcher donc l'écoulement des urines. Donc on aura des symptômes urinaires à type de, on appelle ça la pollacurie, on va faire pipi plusieurs fois par jour, ou la nuit, on a des réveils nocturnes, éventuellement on a un petit peu de sang dans le sperme, dans les urines, on a des douleurs osseuses si on a des métastases osseuses, vous voyez on a différents types de symptômes. Mais généralement le patient va vous voir en disant je suis un peu fatigué, j'ai des problèmes pour faire pipi dans la journée, donc surtout la nuit, voilà je suis un peu inquiet, qu'en est-il? Alors, le cancer de la prostate, les facteurs de risque. Alors vous voyez ici, il y en a 4. Le principal, c'est l'âge. Hein, c'est sûr que si vous avez 70 ans, vous avez 70% de chance d'avoir un cancer de la prostate, et si vous avez 100 ans, vous avez 100% de chance d'avoir un cancer de la prostate. Ça ne veut pas dire pour autant que votre maladie est agressive. Si vous avez 90 ans, vous avez un petit cancer de la prostate, il est certainement indolent, c'est pas de ça dont vous allez mourir, mais bon, il est là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va le traiter, qu'on va le diagnostiquer. Voilà, on va le laisser comme ça, parce que du coup, voilà, c'est quelque part physiologique. Okay, donc il y a l'âge, il y a l'histoire ethnique et également l'histoire familiale. En fait, il y a certains pays, donc en Afrique, où notamment lors des pesticides pour les bananes, qui sont extrêmement toxiques, notamment pour la prostate, qui sont un oncogène. Et puis donc le régime alimentaire, également la sédentarité et le mode de vie. Donc je vous conseille d'emblée de faire du sport, de bouger, de vous déplacer, d'avoir des relations, tout ça, ça permet le sport et l'activité en fait physique prévient, enfin pas en tout cas prévient, mais en tout cas a un petit impact, notamment sur toutes les pathologies cardiovasculaires et également le cancer. Alors, le dépistage, vous allez me dire, mais moi j'entends beaucoup parler du dépistage, qu'est-ce qu'il faut faire donc au jour d'aujourd'hui? Ben voilà. Vous savez que soit on fait un dépistage individuel, vous allez voir votre médecin traitant, vous êtes un petit peu inquiet, vous avez vu cette conférence-là, le docteur Autard vous a complètement paniqué, et demain vous allez voir votre généraliste en demandant un PSA. C'est votre droit, bien sûr, mais est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Alors si vous avez des facteurs de risque, un frère, un père qui est mort d'un cancer de la prostate, oui, il y a un intérêt. Si par contre vous n'avez pas de symptômes, c'est pas forcément utile. Alors, vous pouvez demander un dépistage individuel, vous pouvez demander également un dépistage ciblé. Voilà, vous avez un père et un frère qui ont un cancer de la prostate, une sœur qui a eu un cancer du sein. Alors soit il y a des liens entre prostate et sein, notamment par des gènes qu'on appelle les gènes BRCA1 ou BRCA2. On a des maladies familiales, et puis également des facteurs ethniques. Et puis si vous êtes exposé, vous avez un régime de malade et vous donnez en fait ce produit toxique qui est pas très bon pour la prostate, c'est forcément un risque pour vous. Et puis on a un dépistage organisé qui n'est pas pour l'instant vrai dans la prostate, parce qu'il y a eu pas mal de controverses, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a un dépistage notamment pour le sein et pour le côlon. Pour le sein, il n'y a pas de problème. Pour le côlon, c'est déjà un petit peu plus sujet à caution, c'est que c'est l'hémoculte, hein, mais il y a des faux positifs, des faux négatifs. Il faudrait faire des colonoscopies, mais ça coûte cher, donc ça a un risque, notamment sur le plan d'anesthésie. Hein. On sait que l'hémoculte n'est pas forcément la panacée. Hein. Voilà, en tout cas également pour émettre éventuellement le mélanome, hein, il faudrait que chaque personne aille chez son dermato pour régulièrement, tous les 2 ans, montrer sa peau, etc., pour que véritablement on passe pas à côté d'un petit grain de beauté qui va malheureusement donc évoluer. En tout cas, tout ça, ça dépend en fait
de critères de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et c'est bien organisé. Alors pour la prostate, vous allez me dire, mais c'est bizarre, c'est pourtant une pathologie extrêmement fréquente chez l'homme, pourquoi on n'a pas intégré la prostate comme dépistage organisé systématique? Eh bien, c'est lié, alors tout à l'heure je vais en parler, c'est lié à ces deux études-là. Il y a une étude américaine, on a comparé un groupe de patients qui avait un PSA qui était fait régulièrement, tous les 2 ou 3 mois, puis un groupe de patients, c'était fait en aveugle, donc aucun des deux groupes ne savait si on faisait ce qu'on faisait des prélèvements sanguins. Donc il y a un groupe où on regarde le PSA, puis l'autre groupe on ne faisait rien. Et en fait, dans cette étude-là, l'étude est négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Mais dans le groupe, on ne faisait rien. Les patients, en fait, ont été voir leur médecin traitant et on leur a dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas me faire un PSA comme ça? Voilà. Et en fait, dans le groupe aveugle, enfin, sans PSA fait, entre guillemets, les patients avaient plus de dosage de PSA fait que dans le groupe, suivi donc, au long cours. Donc, du coup, c'était une étude où on comparait des pommes par rapport à des pommes, et encore plus de pommes dans l'autre côté. Donc, du coup, forcément, l'étude est négative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a fait beaucoup de bruit, cette étude-là, elle était très très négative pour le dépistage, parce que du coup on s'est dit ça ne sert à rien, ça coûte beaucoup d'argent, il n'y a pas de patients qu'on peut sauver. Et puis la deuxième étude, c'est une étude en fait plutôt européenne, où là on a fait une belle étude suédoise, où les patients étaient même chose, même stratégie, mais là les patients ont été, ils ont suivi en fait les recommandations, ils n'ont pas fait de PSA systématique, et du coup on a démontré qu'il y avait un avantage considérable à faire un dépistage. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris l'étude américaine, et on a regardé dans le groupe de patients placebo, qui n'avaient pas de PSA, donc a priori, et on a demandé aux patients ceux qui réellement n'avaient pas fait de PSA. Et on a comparé ce groupe-là au groupe avec un suivi régulier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, en fait, ils ont démontré qu'avec ce petit groupe de patients pour lequel il n'y a pas de suivi, eh bien, la différence était majeure. Et la différence correspondait à l'étude européenne. Donc en fait, les deux études étaient équivalentes en termes de gains de survie pour des patients qui avaient un dépistage qui était donc organisé. Vous voyez? Donc du coup, ça c'est un article qui vient de sortir dans les quelques semaines, il y a 2-3 semaines, qui justement fait état, en reprenant les deux études, en vérifiant bien que dans le groupe placebo, les patients n'avaient pas été suivis régulièrement, et on arrive à entre 25 et 30% de réduction de mortalité, ce qui est énorme. Et donc du coup maintenant, je pense que l'INCa, l'Institut du cancer, les urologues vont de nouveau se réunir pour organiser quelque chose qui soit maintenant vraiment entériné. Donc il n'y a plus de discussion là-dessus, je pense que c'est vraiment important, à condition d'être relativement jeune, d'avoir une espérance de vie de 10 à 15 ans, parce que si vous tapez ça à un patient qui va décéder 2 ans après d'un infarctus du cœur, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, sur l'agressivité du cancer, vous avez différents... Ici, enfin, si on était... j'ai vu ce matin une dizaine de patients qui avaient un cancer de la prostate, par exemple, ils sont tous différents. Et ça dépend de certains facteurs. Le premier facteur, c'est l'agressivité des cellules, qu'on définit au microscope par ce qu'on appelle le score de Gleason. On voit si les cellules sont extrêmement indifférenciées ou pas, et on quantifie ça par un score qu'on appelle le score de Gleason. Le deuxième facteur, c'est le PSA, c'est le facteur de sanguin. Vous dosez le PSA dans le sang, c'est un marqueur. Soit il est très élevé, c'est-à-dire que la maladie est déjà très évoluée, soit il est relativement bas, et du coup la maladie est plutôt localisée. Et le troisième élément, c'est l'extension du cancer. Est-ce que si je fais une scintigraphie osseuse pour voir mes os, si je fais un scanner pour voir les poumons, etc., où on est ma maladie? Donc vous avez en fait 3 éléments-là qui vont vous dire la maladie n'est pas agressive, la maladie est moyennement agressive, au contraire elle est très agressive. Donc, vous voyez déjà que dans mon discours, pour les patients qui ont une maladie relativement peu agressive, peut-être qu'on ne fera rien. Et on fera ce qu'on appelle une surveillance active, pas passive, du patient. Écoutez, pour l'instant vous avez un cancer de la prostate, mais qui est peu agressif. Je vous suis régulièrement, on verra si éventuellement la maladie se développe, on fera un traitement, mais pour l'instant, allez chasser, allez vous balader, partez en vacances, etc. Il n'y a pas d'indication à faire un traitement spécifique. Alors, la prévention, notamment par l'alimentation, c'est souvent on pose ces questions-là, est-ce que l'alimentation, ça joue vraiment? Eh bien, je dirais oui, si vous mangez du poisson, ça a un impact. Par contre, oui, et si vous mangez 2 steaks par jour, ça a également donc un impact négatif. Donc mangez plutôt du poisson, des tomates. Le tomate, ça contient du lycopène, qui est un facteur en fait anti-cancérigène, tout à fait intéressant pour la prostate. Et puis voilà, avec des épices et tout. En tout cas, c'est des éléments qui sont intéressants pour la prévention, en tout cas le ralentissement du développement du cancer de la prostate. Et puis le lait, par contre, on ne sait pas trop. C'est très controversé.
Alors, vous avez dit maintenant sur le sport, tout à l'heure je l'ai parlé, sur le sport, sur la prévention, l'impact il est relativement modéré parce que c'est difficile de faire des études dans ce sens-là. Par contre, une fois qu'on a le cancer et qu'on fait vraiment du sport, qu'on est pris en charge par un coach, et ici on a la chance d'avoir dans cet hôpital un secteur où il y a un département d'activité physique auquel on participe. Et si on dit aux patients, voilà, vous avez 3 séances par semaine de vélo ou de course à pied donc à faire, je le suis derrière, parce que c'est important de le suivre. Et d'abord, ils se sentent mieux. Il y a une réduction de mortalité, notamment sur le plan cardiovasculaire. Également sur le plan du cancer, vous allez maigrir, donc vous allez sécréter moins d'insuline, et on sait que l'insuline est un facteur de croissance pour le cancer de la prostate. Donc, du coup, vous voyez que c'est un certain nombre de facteurs qui vont éventuellement s'associer pour réduire le risque. Alors, l'activité sexuelle, c'est important aussi, vous êtes d'accord? Donc la fréquence élevée de l'éjaculation peut être associée à un risque plus faible de développement d'un cancer de la prostate. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est comme ça? Dans votre liquide spermatique, vous avez en fait deux substances, de la spermine et de la putrécine, qui sont des substances qui sont assez toxiques. Et lorsqu'elles restent en fait au niveau de la prostate, qu'elles ne sont pas évacuées régulièrement, ça a un petit effet cancérigène. Donc si vous avez en fait une évacuation régulière de votre sperme, et voilà, et donc c'est important. Donc du coup, il faut avoir au moins, d'après ce rapport, au moins 20 éjaculations par mois, de façon à avoir une réduction de risque. Donc du coup, voilà, le message est passé pour pouvoir éventuellement réduire ce risque. Là maintenant, comment traiter ces patients? On a un cancer de la prostate, on va donc du coup avoir une stratégie. Mais la stratégie, elle va surtout dépendre, et c'est pour ça qu'on parlait de l'âge du patient. Est-ce qu'il a 60 ans, 70 ans? Est-ce qu'il vient en voiture? Est-ce qu'il vient à vélo? Est-ce qu'il vient en fauteuil roulant? Est-ce qu'il vient accompagné de son père qui a 110 ans? Vous voyez, ça c'est un impact majeur. Quel est le stade de sa maladie? Quelles sont les comorbidités? Ça, c'est important. Un patient aux alentours de 65-70 ans, il peut avoir 3 pathologies assez fréquentes. C'est l'hypertension, le diabète et le cholestérol. Donc s'il n'a aucune de ces pathologies-là, il est en forme. Voilà, donc du coup, ça sera plus facile pour nous de le traiter. Et on va bien sûr tenir compte de son espérance de vie. Si en arrivant donc, dans le box de consultation, vous voyez arriver, il y a le test de ce qu'on appelle le test de la marche. Entre la porte et votre bureau, il y a environ 10 mètres, peut-être un petit peu moins. Mais si sur ces 10 mètres-là, le patient a un allant pour marcher, pour venir s'asseoir, pour pousser la chaise, etc., ça n'a rien à voir qu'un patient qui arrive en traînant les pieds. Ça, c'est rien que ça vous donne un index vraiment d'état général. Et c'est codifié, c'est même publié dans la littérature. Alors, voilà, les différents acteurs. Alors, moi, je suis là, je suis le 3e, là, je suis l'oncologue. Là, vous avez le radiothérapeute qui est au fond, l'urologue et puis le médecin généraliste. Vous voyez, c'est une concertation. Tous les traitements se font ce qu'on appelle en réunion pluridisciplinaire. En fait, on ne traite jamais son patient dans un coin comme ça, en disant bah, je vais faire ça. J'en parle à l'urologue, j'en parle au radiothérapeute, j'en parle au radiologue. Alors, on est plusieurs à pouvoir se réunir pour proposer le meilleur traitement. Alors, les différents choix possibles pour un patient, c'est soit on va retirer la prostate, on a une petite lésion, il n'y a pas d'extension donc à distance, on va retirer la prostate, mais on sait que si on retire la prostate, forcément il y a une petite répercussion, peut-être majeure, sur notamment l'éjaculation, les rapports sexuels, la continence éventuellement. Ça c'est à peser le pour et le contre. Vous savez qu'au niveau de la prostate, il y a ce qu'on appelle les bandelettes érectiles qui sont de chaque côté. Et si jamais vous les lésez, vous les coupez, il n'y aura plus d'érection pour le patient. 2, c'est la radiothérapie. Donc vous allez laisser la prostate en place, vous faites des rayons en 3 dimensions, et ici on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un cyberknife qui prend en fait le patient dans toutes ses dimensions, un peu comme dans Star Wars. Le patient ne bouge pas, c'est la machine qui bouge autour du patient, et dans toutes les dimensions de l'espace, la prostate, la radiothérapie va aller brûler la prostate. C'est très intéressant. Soit vous donnez un traitement donc hormonal, vous savez que la prostate, le facteur de croissance du cancer de la prostate, c'est quoi? C'est la testostérone. Si vous, entre guillemets, vous castrez donc un homme, ce qui est un terme absolument horrible, ou vous retirez ses testicules, ou alors vous donnez des hormones pour empêcher la synthèse de testostérone, et bien du coup, vous allez donc effondrer la prolifération, la croissance des cellules tumorales. Et puis le dernier traitement, c'est un traitement de chimiothérapie, où là, c'est par voie intraveineuse, on va être bloqué les cellules qui se divisent, et on sait que le cancer se divise de façon très rapide. Alors,
Si maintenant on va prendre un patient qui a un cancer de la prostate métastatique. Alors le traitement classique, vous voyez, c'est l'hormonothérapie qu'on appelle de première génération. Donc en fait, elle va aller bloquer la synthèse de testostérone. Donc du coup, les cellules sont avides d'avoir de la testostérone, mais comme il n'y a pas cet élément-là pour les faire proliférer, un peu comme une plante que vous n'arrosez plus, elle va sécher, elle va se désagréger. Soit on peut y associer une chimiothérapie, soit on peut associer une autre hormonothérapie. Aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, on a fait des progrès considérables. Et avant, la médiane de survie des patients qui avaient un cancer de la prostate, c'était 12 mois. Et là, maintenant, on parle en années. La médiane, c'est aux alentours de 5 à 6 ans. Et éventuellement, moi, j'ai des patients qui sont en vie à 10, 15 ans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un progrès considérable. Et c'est, je pense, la tumeur qui a le plus progressé sur les 10 dernières années. Alors, à l'opposé, est-ce qu'il faut traiter tous les patients? Vous avez un patient qui a 72, 73 ans, il est un peu fatigué, il a un PSA aux alentours de 15. Bon, au toucher rectal, on voit qu'il y a une tumeur qui fait 2-3 cm. Est-ce que ça vaut le coup de le traiter ou pas? Il y a un peu de diabète et un peu de cholestérol. Alors d'abord, on va discuter donc avec lui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre objectif? Votre objectif de vie, c'est la qualité de vie, c'est un objectif de survie. Est-ce que vous voulez voir vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous faites au quotidien, etc. Donc c'est une discussion entre, et du coup Christian, tu me diras, entre le patient, donc le médecin, et puis tout leur entourage, voilà, son épouse, ses enfants, tout ça. Et donc on peut ne pas traiter et se dire, écoutez, voilà, pour l'instant, la maladie est là, c'est sûr, mais elle se développe tout doucement, donc attendons, refaisons des tests régulièrement. Je ne vais pas vous laisser en disant repartez donc au Canada ou je ne sais pas où, donc on le suit régulièrement. Et en fonction de ça, si on voit qu'il y a des signes d'agressivité qui démarrent, là on pourra traiter. Alors, pourquoi on propose l'assurance active? C'est que vous voyez que dès qu'on met en place un traitement, ça peut entraîner des symptômes. De la fatigue, ça peut entraîner des problèmes d'intimité sexuelle, d'image du patient, aussi bien pour l'homme que pour la femme. En fait, il y a une sorte de castration de l'image de soi-même. Et puis également, donc voilà, on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Donc là, c'est pareil, je ne pourrais pas dire aux patients que je vais vous traiter par chirurgie, il n'y aura aucun symptôme, il n'y aura aucun problème, c'est faux. Même dans la meilleure équipe experte d'urologie d'Izy avec le professeur Arnaud Méjean. Alors, il y a une chose importante, c'est le sujet âgé, c'est quand on veut le traiter, il y a un questionnaire qui est sorti qui s'appelle le questionnaire G8, qui va nous permettre en fait de dire si le patient on peut le traiter, au contraire, il faut ne rien faire. Et on classe en fait les patients, notamment plus de 70-75 ans, entre bon état général, vulnérable, fragile, au contraire avec un état général médiocre. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que vous faites ça? Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, avant, on avait cette classification qui était extrêmement compliquée, je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez, vous avez 4 groupes. Un groupe bon état général, un groupe qui est un peu fatigué, mais si jamais on a une action médicale, on va le rendre un petit peu mieux. Un groupe un petit peu plus, entre guillemets, déshabilité, et puis un groupe malheureusement très très fatigué. On avait plein de questionnaires. Alors on avait le questionnaire pour la fatigue, le questionnaire pour la prostate, le questionnaire pour l'état général, pour tout ce qui est autour de la cognition, c'est-à-dire la connaissance. Voilà. Et voilà, c'était ça. Donc c'est une évaluation en fait gériatrique qui est très longue. Ça prend environ 2-3 heures. Si on le fait bien, c'est 3 heures. En pratique, malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus 3 heures à consacrer donc à un patient. Il faut regarder la dépendance, le statut nutritionnel, etc. Donc ça, c'est très compliqué. Et alors du coup, on s'est dit, on va essayer de faire un test relativement simple qui prend moins de 10 minutes et qui pourra nous dire si ce patient-là, il faut le référer à des gériatres ou pas. Alors ce test, c'est le questionnaire donc, G8 que voilà. Alors si je vous pose un petit peu, je vous présente 2-3 questions, vous voyez, est-ce que vous avez perdu du poids dans les 3 derniers mois? Est-ce que sur le plan moteur, est-ce que vous allez donc du lit au fauteuil? Est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous prenez plus de 3 médicaments? Oui, non. Vous voyez, donc on va quantifier à chaque fois, donc il y a des index en termes de points. Et si le patient a un chiffre total qui fait moins de 14, ça veut dire qu'en fait il est entre guillemets un peu altéré et qu'il faudra, avant de démarrer quoi que ce soit, le montrer au gériatre, voir ensemble, peut-être faire des tests un petit peu plus précis pour aller plus avant. Mais en tout cas, ne pas faire d'emblée la batterie de tests pour tous les malades et essayer de les sélectionner comme ça.
Et ça, je le fais au quotidien, en consultation, ça me prend 4 minutes exactement, et ça va être extrêmement donc utile. À tel point qu'on a un essai ici, européen, que je conduis, sur les sujets qui sont pour plus de 70 ans, où justement, donc, tout est axé autour de ce questionnaire G8. Et donc, si les patients donc, ont un chiffre au-dessus de 14, on les randomise, on les traite avec deux traitements différents qui sont très actifs tous les deux. Et du coup, on va tenir compte de toute cette, de ces questionnaires hein, sur le sujet donc âgé. Alors voilà ce questionnaire-là. Si on a moins de 14, c'est un petit peu moins bon pour le patient. Donc du coup, on va l'évaluer, on va le montrer donc au gériatre, on va avoir une discussion entre nous, on va avoir une attention médicale renforcée, et puis on va du coup essayer de voir un peu sur le diabète, l'hypertension, les douleurs, etc., comment mieux appréhender ce patient. Voilà, et du coup maintenant, avec ce schéma simplifié, vous voyez, donc avant c'était extrêmement compliqué, maintenant que ce schéma simplifié, plus de 14, je le traite parce qu'il est vraiment fit, il est bien, donc je veux vraiment le traiter comme un patient donc, lambda de 60 ans. Si par contre il est un petit peu moins bien, je vais d'abord mieux m'en occuper avant de le traiter. Voilà, alors pour conclure, j'espère que je n'ai pas été trop long pour ouvrir la discussion, pour le sujet âgé, il faut les considérer pas du tout en se disant bah, tiens, il a 75 ans, c'est terminé, je donne un petit peu des petites pilules là, voilà, son espérance de vie donc malheureusement est très courte. Non, c'est vraiment se dire je le prends comme le patient lambda, mais je ne vais pas m'intéresser donc à l'âge réel, mais surtout donc à l'âge physiologique, à l'âge prié. Est-ce qu'il est vraiment en bonne forme ou pas? Ça c'est la première chose. Il faut définir le projet thérapeutique entre le patient et vous. C'est vraiment une relation, une discussion. Qu'est-ce que vous voulez faire avec forcément notre expertise hein. Est-ce que ça va être toxique ou pas? Mais du coup, on peut arriver vraiment à proposer les mêmes traitements qu'un patient plus jeune, à condition bien sûr de les encadrer. Et puis, quel est l'objectif prioritaire? Est-ce que c'est la qualité de vie ou est-ce que c'est la survie? Sur les options thérapeutiques à leur proposer, bah, même question pour les jeunes. Et puis du coup, maintenant, dans chaque article qui est publié, il y a toujours un petit volet pour les sujets âgés. Est-ce qu'un patient depuis 70 ans a tire le même bénéfice hein, qu'un patient de moins de 70 ans? Donc du coup, il y a toujours un petit onglet là-dessus. Maintenant, c'est important de pouvoir, pour ces patients-là, savoir si véritablement il y a un bénéfice. Et puis, les précautions, c'est dès qu'un patient a plus de 70 ans, c'est proposer ce qu'on appelle ce questionnaire G8 qui prend 4 minutes. Donc du coup, si vous me dites que vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de médecin dans la salle, là, il y en a quelques-uns. Mais si vous n'avez pas le temps de le faire, vous n'êtes pas médecin, bon, c'est pas grave. En tout cas, si dans mes confrères, dans mon service, et moi me dit, mais écoute, je n'ai pas le temps, Stéphane, je suis débordé, non, ça prend 4 minutes, tu fais ça, véritablement, ça va avoir un impact sur ta prise en charge, où je te demande de le faire. Voilà, et puis on peut ouvrir la discussion sur ce sujet. Je voudrais, merci beaucoup, on peut t'applaudir parce que aujourd'hui en plus on a un dessinage, c'est génial. Alors juste pour vous dire qu'on va avoir une exposition donc ici, soutenue par un laboratoire, au cours du mois Movember, avec la moustache ici. Alors, il faudrait que je me fasse pousser la moustache pour dire que vraiment je suis en communion avec les patients qui ont un cancer de la prostate, mais du coup ma femme ne sera pas forcément d'accord. Donc ça, donc à droite ici, c'était donc à Pompidou, vous voyez dans le hall de Pompidou. C'est devant la médiathèque. Exactement. D'habitude, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de la construire. Non, alors, elle va être exposée donc, la semaine dans les 15 jours qui viennent. Et donc je vous demande de venir pour la voir, c'est vraiment très intéressant. Vous rentrez carrément dans la prostate, hein, à l'intérieur, vous comprenez mieux quelle est la dimension en 3D de la prostate, les vésicules séminales, comment se développe le cancer, pourquoi lorsqu'on a un adénome, on a des problèmes de fuite et de troubles urinaires. C'est vraiment très intéressant. Et donc, vous voyez, ça a été fait par un garçon qui s'appelle François Desgranchons, donc à Saint-Louis, qui a créé cette prostate en grandeur nature. Vous voyez, donc ici on voit les vésicules séminales, là on voit un petit cancer qui se développe ici. Vous voyez. On peut rentrer dedans là. Et en plus, il y a un système de ventilation où du coup, quand ça se ventile, vous êtes complètement comprimé, ça c'est l'adénome, alors que le cancer se développe à l'extérieur qui est ici. Donc du coup, vous comprenez mieux ce qui se passe au quotidien. Pourquoi vous avez des problèmes pour aller faire pipi, ça met du temps pour sortir, etc. etc. Donc c'est très intéressant, c'est très pédagogue. Et donc voilà, je vous conseille de venir. Je crois qu'il y a des affiches. Alors c'est à partir du 23 novembre. Alors le 23 novembre, on s'y pointe tous, messieurs bien sûr, surtout, puisque nous on est directement, mais mesdames également, parce que je vois que... Il y aura également une conférence de 13h à 14h15 sur le dépistage, sur le traitement chirurgical, le traitement par radiothérapie, sur l'imagerie et sur le traitement médical. Voilà.
Alors je me permettrai de souligner deux éléments en fonction, bien que je n'ai pas encore 70 ans, j'ai un peu d'années derrière moi quand même. Et déjà pour souligner deux choses et qui sont tout à fait positives. Premièrement, la manière dont la santé publique s'est accaparée en définitive du cancer et donne un certain nombre d'éléments cliniciens, parce que toute la présentation, en fait, est une présentation de santé publique. Et d'ailleurs, ça sera ma question qui est ensuite. Et deuxième compliment, en quelque sorte, c'est l'introduction des sciences humaines et sociales, et en particulier de ce qu'on appelle les évaluations qualitatives, puisqu'en définitive, ce questionnaire est justement une méthodologie quantitative. Et l'introduction en médecine, ce qui montre en définitive que la multidisciplinarité est quelque chose, même si on ne s'en rend pas compte obligatoirement dans la pratique, est quelque chose qui avance et qui donne, bien entendu, les succès que tu as montrés. Alors ma question, elle est, il y a à peu près 4 ou 5 ans, les urologues se sont même retrouvés dans une publicité en disant le toucher rectal, c'est très important, etc. Où en est-on de la clinique? Parce que tous les éléments qu'on montrait là, en fait, sont très, très larges, et c'est comme si on ne touchait pas au patient, en définitive. Alors, où est-ce qu'on en est avec le toucher rectal? Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire? Où est-ce qu'on en est par rapport à cela? Je crois que le médecin traitant a un rôle fondamental dans la prise en charge des patients plus de 70 ans, à condition qu'il ait une expérience de vie. Enfin, ça commence à partir de 50-55 ans, ce d'autant qu'il ait des antécédents familiaux. Donc je pense qu'il faut un PSA et un toucher rectal. C'est vrai que le PSA c'est plus simple, c'est une prise de sang. Le toucher rectal c'est peut-être un petit peu plus compliqué, plus long. Bon, et encore, c'est vrai que les urologues ils font ça très bien, ils connaissent très bien, ils ont un doigté qui est extrêmement excellent. C'est un généraliste qui fait 2-3 touchés par an. Va peut-être passer à côté d'un cancer, donc rassurer donc un patient. Mais c'est vrai que le PSA, c'est pas si cher que ça non plus, à condition qu'on ne le fasse pas toutes les semaines. Le problème, c'est la répétition. Et donc, du coup, on demande, oui, pour un PSA, mais si jamais donc, il est normal, maintenant, il y a des ABAC. Imaginons que vous ayez 65 ans, vous avez un PSA, donc 1,2. Vous regardez votre ABAC. Si vous êtes dans la BAC, en fait, dans la courbe en fait, relativement basse, vous pourrez refaire un PSA que 5 ans après. Donc, du coup, vous allez gagner de l'argent. Et si par contre vous faites un PSA chaque année en disant à votre patient, ben moi je vous suis correctement, etc., vous allez perdre de l'argent pour rien. Par contre, si vous avez un PSA à 2, il faudra faire un PSA tous les 3 ans. Si vous avez un PSA à 3, il faudra le faire tous les ans. Donc ça, c'est connu. Ce qui est extraordinaire, c'est la dimension économique très importante dans ton discours, qui montre qu'en plus, il y a toute l'économie qui fait partie, ça pourrait vous faire plaisir, vous qui représentez la directrice, c'est important là-dessus. Moi, je ne dépense pas beaucoup d'argent pour l'hôpital. Mais justement, bravo. Bravo. Vous avez sûrement plein de questions à poser. Déjà, je remarque une chose, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Or, dans la plupart des amphis, on a 80% maintenant de femmes pour être médecin. Maintenant, il ne faut pas croire. Donc là, on est à un moment d'une bascule. Allez, messieurs, vous avez sûrement de questions. Peut-être une question avant. Est-ce que le médecin généraliste se doit de poser des questions très intrusives, du type comment ça va avec votre femme, tout, des choses qui sont par rapport à la sexualité, qu'est-ce que tu en penses? Ce sont des éléments par rapport au suivi d'une personne justement qui se trouve en observation par rapport qu'à 70 ans, qu'à inférieur à 14, tout. Est-ce que ces éléments-là, est-ce qu'il faut rentrer, est-ce que ça apporte quelque chose, est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, je pense que les urologues là-dessus, ils sont très, très bons. Hein. Ils ont dans chacun de leurs services, ils ont un sexologue qui va ne pas hésiter justement à poser des questions, parce que du coup, ça fait partie en fait notamment de la stratégie thérapeutique. Hein. Si un patient a un petit cancer de la prostate avec un cancer qui est en bordure, ce qu'on appelle des bandelettes érectiles, et que le patient n'a pas de rapport, il n'a pas de femme, il n'est pas du tout intéressé par ça, on va faire sauter la prostate sans problème. Si par contre il a une jeune femme de 10 ans, de 10 ans de moins, il se remarie, va avoir les enfants, n'importe quoi, voilà, donc à ce moment-là, ça c'est vachement important. Donc du coup, il faut vraiment demander ça aux patients, de ne pas passer ce cadre un peu d'intimité où on est un peu gêné, parce que du coup, après ça, ça fait partie du diagnostic et du traitement. Et les urologues sont très bons là-dessus pour vraiment rentrer, et ça fait partie intégrante vraiment à la fin de la conclusion. Donc c'est important de le faire, et il y a toujours une petite barrière donc au début, mais une fois qu'on a vu que c'est pas du tout pour être
regardant, mais c'est plutôt pour comprendre un peu les choses que là, la discussion se passe vraiment dans l'intimité, mais avec un intérêt médical. Vous présentez. Je suis un patient, je ne suis pas médecin du tout. Monsieur le professeur, je commence par vous remercier pour votre exposé qui était absolument limpide. Ma question est la suivante. Le test du PSA a été controversé pendant toute la période que vous avez rappelée, mais que pensez-vous d'un PSA qui fait des yo-yo? C'est-à-dire où, à intervalle de 6 mois, ça monte et puis ça descend de manière brutale, un PSA qui dépasse 8 ou 10. Alors, soit vous avez une maladie prostatique, on a retiré la prostate, et là, a priori, il ne devrait pas y avoir le moindre grade de prostate qu'on détecte dans le sang. Si maintenant on laisse votre prostate en place, la prostate, elle sécrète du PSA, c'est son rôle. Donc, soit il y a une petite infection de la prostate, soit il y a un adénome, soit il y a un cancer, et on ne sait pas trop la différence entre les trois, entre infection, adénome et cancer. Donc, qu'il fasse un petit yo-yo, c'est pas surprenant. Les patients qui sont traités par radiothérapie, souvent ce qui se passe, c'est qu'après la radiothérapie, le PSA diminue, et après ça, il fait des petites vagues comme ça. On ne sait jamais très bien lorsque la vague monte, c'est une récidive, au contraire, c'est juste un événement, un épiphénomène, si je puis dire, avant que ça redescende. Donc, du coup, c'est toujours pour ça que les patients nous disent pour certains, moi je préfère qu'on me retire la prostate comme ça, je suis sûr que le PSA sera à 0, et après ça, pour me suivre, c'est plus facile. Ce qui est vrai dans un... C'est vrai. Maintenant, la radiothérapie, c'est aussi très bien. Donc voilà, les deux sont... Donc il faut que vous en faites, pour parler de progression de PSA, c'est ce que vous définissez, il faut 3 valeurs successives à au moins 1 mois d'intervalle pour parler vraiment de progression. D'autres questions, monsieur? Voilà. Présentez. Merci beaucoup pour votre conférence. Je suis un patient dans la vie, je suis plutôt sociologue. Alors, j'avais 2 questions. La première, j'ai pas dû bien comprendre, quand vous avez dit que quand on pose le diagnostic de cancer de la prostate, il y a, si j'ai bien compris, aussitôt un trouble dans la vie du patient, soit dans ses relations avec sa conjointe. 85%. C'est si le traitement est s'il y a un traitement, est-ce qu'il y a des hypothèses que je n'ai pas pu les faire, est-ce que ça se produit juste après le diagnostic, ou bien s'il y a un début de traitement, quelque chose? Est-ce que c'est juste un effet psychologique? Le fait d'apprendre qu'on a un cancer, ça y est, on va moins bien dans différents segments de sa vie, ou bien est-ce que c'est si quand il se passe quelque chose? Quand vous apprenez qu'il y a un cancer, il y a un effet de sidération brutal. C'est comme les pédalbanquaises qui vous tombent sur la tête. Ça va pas me toucher moi, ça va toucher les autres, mais par contre, du jour au lendemain, ça vous touche vous. C'est vrai pour le cancer du sein, du jour au lendemain, votre vie, elle est complètement chamboulée. Hein. Est-ce que du coup, vous faites un fil dans votre tête sur, en voyant une maladie extrêmement agressive, vous voyez que malheureusement, vous n'êtes plus éternel, ce qu'on a tendance à oublier au quotidien. Donc voilà, et donc de ce fait, vous savez que quelque part, on vous montre devant vous que votre vie est finissable. Donc maintenant, est-ce qu'elle va être durer 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. En tout cas, ça vous donne une sorte d'arrêt pour regarder un peu ce qui se passe autour et comment définir les choses. Maintenant, moi je rassure les patients, je leur dis écoutez, voilà, vous avez une maladie qui est localisée, on va s'en occuper. Je pense que c'est un épiphénomène, avec des bons traitements, vous allez être guéri. Maintenant, si un patient avec un 1000 de PSA, des métastases partout, là, je n'aurai pas le même discours. Je serai toujours positif parce que je suis cancérologue, je fais ce métier parce que j'étais positif dans ma vie, sinon j'aurais fait autre chose. Mais je suis également lucide, donc du coup, il faut préciser les choses au quotidien pour savoir comment orienter le patient. Mais c'est sûr que si je vous dis demain, si j'annonce à quelqu'un qui est sain demain qu'il a pathologie gravissime, le cancer c'est quand même gravissime, forcément il vous écoute plus. Hein. Du reste, quand vous l'entendez pour une annonce, quand vous avez dit qu'il y a un cancer, au bout de 15 secondes, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne en face. Hein. Vous avez beau réexpliquer, il faut une autre annonce derrière parce qu'il n'y a plus rien qui connecte. Merci. J'avais une autre question, parce que je suis surtout concerné par des problèmes d'adénome, et bon, je suis bien suivi, mais je n'ai pas bien compris la différence entre les 2 façons d'opérer. L'adénome, si vous voulez, l'adénome, je vais prendre la grosse, voilà, ici, vous avez un adénome, on ne voit pas bien ici, mais il y a des lobes à l'intérieur, là, du coup, qui grossissent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le chirurgien, il passe par l'urètre, là, qui va réséquer à l'intérieur tout ce qui dépasse, hein, pour faire en sorte que le tunnel soit beaucoup plus élargi.
Ah, donc là, votre tunnel, il est complètement serré. On va aller forer un petit peu, donc du coup, vous allez pouvoir faire pipi beaucoup mieux. Ça, c'est l'adéno, c'est au centre. Le cancer, c'est en périphérie. Mais pour l'adénome lui-même, j'avais cru comprendre qu'il y avait deux méthodes. L'une avec laser, l'autre sans laser, mais j'y connais rien. Donc, peu importe la méthode, vous êtes au centre, donc vous faites du laser, de la chirurgie, tout ce que vous voulez, du froid, du chaud, de la lumière, pas de problème. Vous allez en fait élargir un tuyau qui est rétréci. il n'y a pas plus de risque avec une méthode que... Non. Merci. Passez-vous le micro. Ah, je pensais que vous aviez... Ah, très bien. Vous avez une question, présentez-vous, monsieur. Oui, je suis un patient de votre service, Pascal Audibert. Je voudrais vous poser une question un peu spécifique concernant le rôle du facteur génétique. Donc, je suis obligé de développer, j'ai été opéré d'un cancer du sein à causalité génétique. Mais en jeu, le fameux gène BRCA2. Bien. Le retentissement possible de ce cancer à causalité génétique, c'est donc le cancer de la prostate. Et alors, quel est par rapport à une situation normale de cancer, si je puis dire, quel est l'impact de ce facteur génétique? L'impact, il est majeur. J'ai une amie, en fait, qui a sa grand-mère qui a un cancer du sein, sa mère a un cancer du sein, et là, on vient lui dire, il y a 2-3 jours, qu'elle a un cancer du sein. Donc, l'épée de Damoclès, donc il n'y a plus personne chez elle. Elle a 5 enfants. Donc, du coup, elle savait sans doute qu'elle avait donc des antécédents familiaux, notamment de gènes BRCA1, BRCA2, et en fait, c'est le cas. Et en fait, elle a refusé d'avoir ce qu'on appelle une mastectomie bilatérale préventive. Vous connaissez tous Angelina Jolie, qui a fait ça donc aux États-Unis. Donc elle a été opérée. Dans le même temps, on a mis une prothèse bilatérale, et puis elle est sortie. Donc il n'y a pas d'impact majeur, entre guillemets, en tout cas en termes d'esthétisme, bien sûr en termes de toucher, etc., c'est différent. En tout cas, elle est sortie, entre guillemets, avec les mêmes formes, si je puis dire, mais au moins, elle était sûre qu'elle n'aurait pas de cancer du sein, puisque c'est des gens qui sont très fortement à risque d'avoir un cancer du sein, ou de la prostate, bien sûr, pour l'homme. Bon, pour l'homme, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on vous diagnostique un gène comme ça, BRCA1 ou BRCA2, à 40-50 ans, est-ce qu'on peut faire de la chirurgie préventive? Pourquoi pas, hein, on pourrait très bien, je ne sais pas, en tout cas, c'est pas passé dans les mœurs, en tout cas pour la prostate, ça allait passer pour le sein. Hein. Et les femmes à 40 ans, on leur dit, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous faites? Certains décident d'être suivis très régulièrement, mais elle était suivie très régulièrement, et en l'espace de 2 mois, il y a un petit nodules qui est apparu 3 cm, alors qu'elle était, en plus elle est médecin. Donc elle était vraiment suivie donc, aux petits oignons. Mais comme c'est un gène de réparation qui est délété, dès que vous avez des anomalies, malheureusement chez un être normal ça se répare, et chez vous ça se répare pas. Donc du coup ça s'emballe, hein, c'est qu'une voiture sur l'autoroute est relancée donc à 300 km/h, malheureusement donc, au bout derrière, donc il y a le mur. Mais maintenant il y a des traitements spécifiques pour ça. Ça c'est important. Donc du coup, soit on essaie d'être préventif, alors on fait une prostatectomie, on retire la prostate. Pour l'homme, c'est difficile de faire même une mastectomie parce qu'il n'y a pas d'épaisseur suffisante, hein, donc on surveillera, hein, mais chez la femme, c'est sûr que l'indication se pose en réunion avec les psychologues, etc. Est-ce que vous voulez ou pas faire une mastectomie préventive? Donc c'est très compliqué, hein, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est vraiment, ça va intervenir le mari, enfin vraiment, c'est très très compliqué. Puis il y a des gens, Angelina Jolie, par exemple, a dit, secondairement, enfin on a suivi un petit peu, elle a dit qu'elle regrettait ce geste-là, mais en même temps elle est toujours là, elle n'a pas de cancer, elle continue ses films, etc. Donc vous voyez, il n'y a jamais que du pour ou que du contre. J'ai répondu à votre question ou pas? Oui, mais quel est l'impact sur le cancer de la prostate, pardon? L'impact il est important, c'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui fume, quand quelqu'un fume, par cigarette, il va entraîner la destruction ou la modification de 160 cellules. Donc il y a 160 cellules qui vont présenter une mutation à la suite d'une cigarette. Vous savez que c'est 160 cellules qui risquent de donner un cancer. Alors chez un être sain, ça va être éliminé parce que du coup l'être sain il est vigilant, dès qu'il voit une cellule qui a un petit peu normal, il s'en débarrasse. Mais si jamais on a des gènes de réparation qui ne sont pas bons, c'est ce qui se passe, et bien à ce moment-là on laisse ces choses-là perdurer. Et puis si jamais donc, il y a un élément agressif, le tabac, un problème génétique qui est là, eh bien ça se cumule, à un moment donné ça donne un cancer. Et vous ne pourrez plus l'éliminer.
Donc c'est tout le problème. Donc au quotidien, nous, on doit se débarrasser d'environ entre 1 million et 3 millions de cellules par jour qui sont anormales. On met ça donc à la poubelle, on a le système de réparation, on met ça à la poubelle, heureusement ça ne donne pas de cancer. Parce que 99% des cellules qui passent dans le sang, qui sont à ne pas, entre guillemets, qui sont extrêmement anormales, qui vont devenir des cancers, sont détruites par la circulation sanguine, par le système immunitaire. Donc heureusement, on a un système qui est bien fait. Mais si vous avez un problème soit de réparation comme vous qui est un peu atteint, soit quelqu'un qui justement s'expose à des intoxications X ou Y, et bien voilà, ces risques cumulés font qu'à un moment donné, ça donne un cancer. D'autres questions? Moi j'en aurais une. Ah bah oui, très bien. Vous avez la parole. Non, ça fait rien. Non, au contraire, c'est pour vous que nous sommes là. Présentez-vous. Moi, pour l'instant, je ne suis pas impatient dans ce Mais c'est bien, bravo. Voilà. Il faut rester le plus longtemps possible. La question que je pose, elle me concerne aussi bien moi que des amis qui sont dans les mêmes eaux d'âge que moi. J'ai plus de 80 ans. Depuis peu de jours, mais quand même. Voilà. Et comme beaucoup d'hommes, je crois, j'éprouve une fréquence à uriner qui quelquefois me gêne. Bon, des choses comme de l'ordre de 2 à 3 fois par nuit, enfin voilà. Des PSA qui sont en dessous largement de ce qui est des chiffres 4, oui. ou 0, enfin je ne sais pas si ça existe. 0, c'est pas possible. Donc, voilà, proche de 0. Donc une attitude du médecin généraliste qui est généralement assez rassurante, en disant vous avez tout au plus un adénome de la prostate, et bon, si ça ne vous gêne pas trop, supportez-le. Du coup, la question que je me posais, c'était ce fameux questionnaire G8, dont j'ai essayé de noter quelques têtes de chapitre, mais pas tout. Est-ce que un tel document est entre les mains des médecins généralistes, qui permet de cibler un peu les divers postes que vous avez énumérés, perte de poids, fatigue générale, manque d'appétit, enfin, etc. Et il me semble que disposer de ce document pourrait aider un certain nombre de personnes, soit à consulter, soit à ne pas le faire. Vous avez tout à fait raison. C'est un très bon questionnaire qui a été mis en place par les gens de Bordeaux. Donc c'est un questionnaire français, donc Cocorico par rapport donc, à l'ORTC, notamment l'Europe, chaque pays a voulu mettre en place son questionnaire, mais chaque questionnaire était plus long que le voisin. Et celui-là, au contraire, il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y en a qu'une dizaine, et il se fait en 4 minutes. Donc du coup, c'est celui qui a remporté le lead au niveau donc, européen. Donc oui, pourquoi pas, mais vous me paraissez en parfaite santé, vous êtes magnifique, j'aimerais bien donc être comme vous donc à 80 ans. Donc du coup, là, vous n'avez aucune raison d'avoir accès à ce questionnaire, parce que vous n'avez pas de choses particulières, à part avoir des petits problèmes pour uriner, mais sans plus, ce qui est absolument normal. Je vous déconseille de faire quoi que ce soit en termes de PSA aujourd'hui, c'est vraiment pas votre problème. Et par contre, marcher, voilà, continuer vos activités, etc. Donc voilà, ce questionnaire, c'est uniquement lorsqu'il y a un patient a un souci particulier médical, comment on va le gérer? Est-ce qu'on peut le traiter comme un patient lambda, ou au contraire, il faudra faire un peu plus attention? Et ça ne vous concerne pas vous, mais c'est sûr que ça concerne chaque patient auprès de son généraliste au quotidien, si véritablement il y a un problème médical. Vous avez raison. Si j'ai bien compris, c'est un outil ça. Pour le cancérologue, pour apprécier l'altération de l'état général, et dans ce cas-là, prendre des décisions en fonction d'éléments de santé publique qu'il connaît bien, pour telle ou telle action, tout simplement. Donc, ce n'est pas un moyen de diagnostic, c'est un élément qui montre, un outil en définitive, qui montre en quoi la personne elle-même étant en altération de son état général peut supporter ou ne pas supporter un certain nombre d'actions qui ont été exposées. Moi, j'avais une petite question à poser. On parle beaucoup du robot. Donc la question que je pose, c'est souvent dans l'adénome qu'on le propose. Est-ce qu'on le propose aussi, puisqu'ils ont des topographies totalement différentes, l'utilisation du robot là-dedans, est-ce qu'elle est utile? Le robot, c'est surtout pour le cancer. L'adénome, c'est on fait une petite résection par voie endoscopique. Il faut passer par les voies naturelles. Le robot, par contre, on va passer autour de la tumeur. Donc le robot, maintenant, c'est extrêmement pratique pour l'urologue, en termes de qualité de chirurgie, en termes
en termes de confort également. Il n'est pas complètement arc-bouté sur son patient, il a des pinces au bout des doigts qui sont extrêmement agiles. Donc il est capable de faire son opération plus rapidement, avec moins de saignement, un patient qui retourne à domicile plus tôt. Donc pratiquement que des choses positives. Donc c'est vrai que les hôpitaux soient mieux équipés en robots, même pour Pompidou. Pour l'instant, on doit en avoir peut-être un de plus ou un ou deux de plus, parce que du coup, toutes les cliniques s'équipent de ça. Et que maintenant, pratiquement, les jeunes chirurgiens ne savent plus opérer par robot, mais pratiquement que par le robot. Donc ça pose également un autre problème. Si le robot est déficient, comment ils vont faire les jeunes chirurgiens pour opérer par voie entrouverte par la parotomie, par exemple? C'est un peu compliqué. En tout cas, c'est vrai que c'est un gain considérable en termes de prise en charge, notamment chirurgicale. Si vous n'allez pas être mieux opéré, mais disons que vous restez moins longtemps donc à l'hôpital, il y a moins de transfusions, du coup c'est peut-être un petit plus. Mais si vous écoutez ici l'équipe d'urologie d'Arnaud Méjean, il vous dira que le résultat donc à la fin est le même. Il ne faut pas non plus promouvoir trop le robot par rapport à la chirurgie classique, parce que voilà, les deux se font, mais c'est vrai que maintenant, en tout cas pour le confort du chirurgien, c'est vraiment un plus considérable. Alors ma dernière question, c'est à propos de Mitterrand. Mitterrand, ben oui, il fallait quand même la poser. C'était en 1981, en fait, il se présente, il est plus ou moins déjà au courant qu'il a un problème prostatique, peut-être un cancer, je ne sais pas encore en fonction de cette période, est-ce que le diagnostic était aussi facile, je ne sais pas, etc. Et en 88, il se représente une deuxième fois. Donc est-ce qu'on peut en conclure que c'était une forme un peu larvée, telle que tu l'as bien présentée? Est-ce qu'on peut en conclure cela en effet? Parce que ça a posé tellement de problèmes parmi les journalistes que... Oui, c'est ça. En fait, tout à l'heure, je vous ai présenté les trois critères, le PSA, le score de Gleason, donc l'agressivité, et puis également le degré d'extension de la maladie. Je pense qu'il y avait sans doute une maladie extrêmement localisée, avec une maladie peu agressive sur le plan histologique, ce qu'on appelle le score de Gleason, peut-être de grade 3 ou 4 ou 5, voilà, un PSA pas très élevé, donc du coup, le fait d'avoir ça fait que, de fait, il aura une maladie qui va durer 10, 15, 20 ans, et ça ne dépend pas forcément du médecin, c'est juste par rapport à l'agressivité de la tumeur qui fait que, elle se développe tout doucement. Donc on aurait pu se poser la question de savoir s'il fallait le dépister ou pas. Ça nous donne beaucoup d'espoir, toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez encore des questions? Mesdames, si les dames posaient une question, ce serait très bien. Bonjour, j'ai 62 ans. J'ai un adénome de prostate. Je voudrais savoir, quand on fait une résection prostatique, il y a une altération de l'image de soi fonctionnelle, puisqu'il y a une rétroéjaculation, ça ne diminue pas la jouissance, mais quel est l'impact sur la répercussion sur la fonction érectile? Il n'y a pas d'impact sur la fonction érectile. Par contre, quand vous allez donc le sperme part en fait au niveau de la vessie, part pas au niveau donc, de la verge. Donc c'est sûr de ce côté-là, vous n'aurez plus cette contraction pour aller vers l'extérieur en raison de la réaction endoscopique. Donc ça c'est sûr qu'il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut, pour ça qu'on donne des médicaments pour l'adénome, et que si on fait une résection, on sait que ça va avoir un impact là-dessus. Maintenant, malheureusement, on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà, il faut que l'époux soit au courant aussi. C'est un impact majeur, c'est sûr. Maintenant, je pense que votre chirurgien vous a certainement dû vous expliquer ça sur les bénéfices, sur le bénéfice-risque. On parlait du bénéfice-risque. Voilà, le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, tout en sachant que ce soit donc une discussion qui soit informative et que vous ayez un éclaircissement sur voilà, les effets secondaires à venir. L'Association française d'urologie, pour chaque acte chirurgical, remet donc au patient une fiche d'information traduisant justement ce bénéfice-risque pour chaque intervention. Pour la fonction érectile, je n'ai pas bien compris. Pour la fonction érectile, on peut garder sa fonction érectile. La seule chose, c'est que l'évacuation du sperme ne se fait pas au niveau de la verge. Donc il n'y a pas de modification de la fonction érectile. D'où l'intérêt d'avoir des conseils de sexologues aussi, parce qu'on comprend comment tous ces éléments bouleversent l'intimité dans le couple, parce que ça pose problème, même par rapport à la vision de soi-même.
ça a bien été exprimé. Est-ce que... Juste pour la dernière, pour aller dans votre sens, par rapport à votre question, allez vraiment, venez donc le 23, parce que vous comprendrez bien, voilà. Ici, vous avez les deux petits lobes. Lorsqu'on a donc une érection, donc on a le sperme qui va se localiser donc à l'intérieur, et ces deux petits lobes vont se contracter pour permettre donc l'évacuation donc ici à l'extérieur. Si jamais on fait une résection, ces deux petits lobes à l'intérieur n'existent plus, donc il n'y a plus de caverne qui permet donc d'expulser donc le sperme, et donc du coup ça part non pas vers l'extérieur, mais ça va vers l'intérieur, et ici c'est la vessie. Oui. Donc ça c'est pour ça que cette grosse prostate, je ne sais pas comment on l'appelle, est extrêmement informative auprès des patients pour leur expliquer ce qui se passe. Une chirurgie, une résection, une endoscopie, etc. Tout ça, quel est l'impact que ça a sur vous? Notamment par rapport donc, aux bandelettes érectiles qui sont ici. Vous avez un cancer qui est là, forcément le chirurgien ne va pas préserver ces bandelettes ici, va complètement réséquer la prostate, peut éventuellement garder les bandelettes qui sont de l'autre côté qui sont ici, et si éventuellement vos bandelettes de l'autre côté sont gardées, vous aurez peut-être une chance d'avoir une érection, parce qu'on a gardé 50% de votre puissance érectile. Ce n'est que le 23, il y a 15 jours. Il faut attendre encore avant 15 jours. Non, mais ça sera qu'une seule journée. Ah, c'est qu'une seule journée. C'est qu'une seule journée, ce sera exposé dans le hall. Le 23, on se retrouve tous, que vous ayez ou que vous n'ayez pas encore atteint 70 ans, j'ai bien compris, c'est la limite. Donc il est important qu'on s'y retrouve tous, y compris mesdames. Vous êtes la représentante de la gente féminine, en plus de la direction. Vous avez certainement quelques propos de conclusion. Je vous remercie pour la qualité de cet exposé. Vous avez beaucoup insisté sur le bénéfice-risque et sur les décisions à prendre et sur les enquêtes. Vous avez dit notamment qu'il n'est pas utile de faire des PSA hyper régulièrement et tous les ans. C'est de l'argent dépensé pour rien. Donc les équipes de direction sont sensibles à la prise en charge, enfin sont centrées sur la prise en charge des malades et la qualité de prise en charge des patients. Mais on n'est pas là pour faire des économies, nous sommes que les garants des dépenses publiques et nous devons rendre des comptes là-dessus. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit en termes de vie, et je pense en termes de qualité de vie, est indispensable, et c'est le colloque singulier du médecin avec le patient pour savoir ce qui est bon pour lui. Et aujourd'hui, on parle de parcours patient, mais on parle aussi de patient partenaire. Et vous êtes à même de discuter avec votre spécialiste de ce qui est bon pour vous. Tout à fait. Pour conclure, en fait, sur le dépistage, si tous les urologues, les médecins généralistes en France suivaient ces ABAC, c'est-à-dire vraiment, voilà, pour faire un PSA dans 4 ans, on dépenserait, on ferait 60% de dosage de PSA en moins, et ça ne serait pas délétère sur la qualité de suivi des patients. Vous vous rendez compte? Donc du coup, c'est autour de tout ça, en fait, c'est ce coût-là qui est énorme, qui est mal adapté, et si en France on se disait vraiment on va suivre ces guidelines, et à ce moment-là tout le monde dirait oui, l'INCa dirait oui, le gouvernement dirait oui, le ministère dirait oui, à condition que tout le monde fasse correctement son métier. Mais soit c'est la pression, soit ça vient du patient, soit ça vient du médecin, soit ça vient d'une mauvaise connaissance, etc. Parce que la médecine évolue très très vite malgré tout. Donc voilà, donc il faut se tenir au courant. Et donc du coup c'est vrai que si on suivait ces recommandations-là, on ne dépenserait pas de l'argent pour rien et on suivrait correctement nos patients. Voilà. C'est d'ailleurs entre nous toute la politique actuelle de notre ministre Agnès Buzyn qui est justement sur la pertinence des actes. En quoi non seulement cliniquement, mais aussi économiquement, et avec des visions de santé publique et de sciences humaines telles qu'on l'a bien montré. En tout cas, moi je tiens à te remercier et je pense qu'on peut l'applaudir de nouveau quand même.